Bonjour chers élèves, bienvenue à cette nouvelle séance du cours de sciences physiques. Je suis votre enseignante, Madame Nyongui Leslie, et c'est toujours un plaisir pour moi de vous entretenir dans cette discipline qui est aussi passionnante. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas voir de nouveaux chapitres, mais par contre des travaux dirigés. Alors, travaux dirigés, il est constitué de 2 exercices. Un exercice en chimie et l'autre en électricité. Alors, ils vont recouvrir tout ce que nous avons eu à aborder depuis le chapitre sur les transistors au test d'identification. J'espère que vous êtes convenablement installés. N'oubliez surtout pas de prendre de quoi noter. Sans plus tarder, nous allons commencer avec l'exercice de chimie qui est l'exercice 1. Donc, on va passer à la lecture. En laboratoire d'un lycée, un professeur des sciences physiques veut connaître le type des solutions aqueuses contenues dans 3 béchers A, B, C. Il effectue alors quelques tests d'identification. Il utilise le papier pH et découvre les valeurs de pH suivantes. Donc là, nous sommes dans la première partie de notre exercice de chimie. Donner le procédé utilisé par l'enseignant pour avoir les différentes valeurs de pH. Ensuite, déduire la nature des solutions contenues dans les 3 béchers et justifier. Et enfin, dans chaque cas, quels sont les ions responsables de la nature des différentes solutions aqueuses? On va continuer notre lecture. Voilà. Là, nous sommes à la deuxième partie. L'enseignant des sciences physiques utilise la solution du bécher A. Donc, c'est une solution de NaOH comme réactif d'une solution verte contenue dans un tube à essai. On observe une formation d'un corps de couleur verte qui coule vers le fond du tube lorsqu'il introduit quelques gouttes de NaOH. Donc, première question, quel est le nom de notre solution A? Deuxième, quel est l'ion testé? Troisième, décrire le test d'identification de l'ion fer 2. Donc là, nous sommes maintenant à la dernière partie de notre exercice 1, exercice de chimie. La solution du bécher C est de l'eau salée. L'enseignant prélève une petite quantité et l'introduit dans un tube à essai. Première question, quels sont les ions contenus dans le bécher C? L'enseignant ajoute dans le tube à essai quelques gouttes du nitrate d'argent, puis le met à la lumière. Expliquer ce qu'il doit observer. Et enfin, écrire l'équation bilan et nommer le produit formé. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de filmer l'énoncé parce que nous allons tout de suite passer à la correction. Donc, pour répondre à la première question, voilà, ici, on nous demande, dans la première question, il était question de donner le procédé utilisé par l'enseignant pour avoir les différentes valeurs du pH, donc dans les différents béchers. Ici, on va prendre pour appui, voilà, pour illustrer notre réponse, le bécher A. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu à découper un petit bout de papier pH qu'il a introduit dans le bécher A. Et
Après, il a retiré et il a comparé la teinte de notre papier pH avec le code de couleur du papier pH. Alors, chaque couleur sur notre papier pH correspond bien à une valeur. Donc, c'est la conséquence des différentes valeurs du pH qu'on a données à l'énoncé. Donc, passons à la question 2, voilà la réponse. Ici, on nous demande de déduire la nature des solutions contenues dans les 3 béchers et justifiées. Alors, on nous a donné dans l'énoncé que le pH du bécher A est de 12. On voit bien que 12 est plus grand que 7. Donc, une solution qui a un pH supérieur à 7, souvenez-vous, nous l'avons dit dans notre cours sur les solutions acides, les solutions basiques et les solutions neutres. Que lorsque une solution a un pH supérieur à 7, cette solution est automatiquement basique. Et dans le cas du deuxième bécher, le pH était de 2,5. Alors, le pH inférieur à 7, une solution qui a un pH plus petit que 7 est une solution acide. Et dans le cas où notre solution a un pH égal à 7, c'est tout simplement une solution neutre. Donc, souvenez-vous de ce que nous avons eu à aborder sur ce chapitre. Le chapitre sur les solutions acides, les solutions basiques, les solutions neutres. Donc, nous allons continuer avec la question suivante. Dans chaque cas, quels sont les ions responsables de la nature des solutions aqueuses? Donc, je reprends. Dans chaque cas, quels sont les ions responsables de la nature des solutions aqueuses? On revient toujours sur notre chapitre concernant les notions de pH, c'est-à-dire solution acide, solution basique, solution neutre. Voilà. Dans le premier cas, le pH est égal à 12. Et nous venons de dire que pour une solution qui a un pH supérieur à 7, la solution est basique. Et nous avons vu également en laboratoire, souvenez-vous, que dans le cas des solutions basiques, le nombre d'ions OH- est supérieur au nombre d'ions H+. Donc ici, l'ion responsable de la nature même, du caractère basique de notre solution, est tout simplement l'ion OH-. Alors nous allons raisonner de même pour le deuxième cas. Le pH de notre solution est égal à 2,5. pH égal à 2,5, ça concerne une solution acide, vu qu'ici le pH est plus petit que 7. Et dans ce genre de cas, souvenez-vous vraiment, parce que nous avons dit dans ce cas que pour ce type de solution, le nombre d'ions OH- est inférieur au nombre d'ions H+. Et dans ce cas, l'ion responsable de la nature ou du caractère acide de notre solution est tout simplement l'ion H+. Et dans le dernier cas de notre exercice, voilà, le bécher C, voilà, on a dit que le pH était égal à 7. Et pH égal à 7, la solution est neutre, donc le nombre d'ions OH- est égal au nombre d'ions H+. Ici, il y a tout simplement égalité entre les deux ions. Donc j'espère que vous prenez la peine de relire ou de revoir tout ce que nous avons eu à aborder depuis le chapitre sur les transistors au test d'identification. Donc, on va continuer avec la deuxième partie maintenant de notre exercice de chimie. Voilà. L'enseignant des sciences physiques utilise la solution du bécher A, une solution NaOH, comme réactif d'une solution verte contenue dans un tube à essai. Alors, on observe la formation d'un corps de couleur verte qui coule vers le fond du tube lorsqu'il introduit quelques gouttes de notre solution NaOH. La question ici est de savoir quel est le nom de notre solution A. Alors, on va toujours retourner dans le cas de ce que nous avons eu à avoir en amont, en chimie. Nous avons eu à étudier cette solution-là, NaOH. Et nous avons dit que c'était la solution d'hydroxyde de sodium, que nous appelons couramment la soude.
Alors, quel est l'ion testé ici? Revenons au chapitre sur le test d'identification des ions. Alors, on revient d'abord à notre énoncé 2. Voilà, l'enseignant des sciences physiques utilise la solution du Bécher A, une solution de NaOH, comme réactif d'une solution verte contenue dans un tube à essai. On observe la formation d'un corps de couleur verte qui coule vers le fond du tube lorsqu'il introduit quelques gouttes de notre soude. Donc, la solution au départ, elle est verte, et lorsqu'on introduit quelques gouttes de notre soude, il y a formation d'un corps de couleur verte qui coule. Donc ici, souvenez-vous de ce que nous avons eu à voir concernant ce chapitre, que c'était tout simplement l'ion fer 2. Donc ici, la réponse est l'ion fer 2. On va continuer. Voilà, dans la troisième question de notre deuxième partie d'exercice de chimie, on a demandé de déterminer l'ion testé ici. Donc, l'ion testé, on avait dit que c'était l'ion fer 2. Maintenant, on nous demande de donner le procédé. Donc, comment est-ce qu'on a eu à effectuer notre test de l'ion fer 2? Donc, il suffit de prélever une petite quantité d'une solution aqueuse contenant l'ion fer 2. Donc, dans le cas de notre... voilà, on a pris un exemple. Et l'exemple de solution qu'on va introduire dans notre tube à essai est le sulfate de fer 2. Donc, on va prélever une solution, une petite quantité de solution de sulfate de fer 2 qu'on va introduire dans notre tube à essai. Donc, ensuite, on va introduire quelques gouttes de notre réactif. Le réactif ici, c'est la soude, NaOH. Donc, ce réactif-là est censé réagir avec l'ion recherché qui est l'ion fer 2. Et enfin, on observe le résultat. Et ici, le résultat que nous devons observer, c'est tout simplement la formation d'un corps de couleur verte qui coule. Donc ici, on va observer un précipité vert d'hydroxyde de fer 2. Donc, passons maintenant à la toute dernière partie de notre exercice de chimie. Donc, la solution du Bécher C est de l'eau salée. L'enseignant prélève une petite quantité et l'introduit dans un tube à essai. Alors, quels sont les ions contenus dans le tube, dans le Bécher C? Donc, je reprends la question. Quels sont les ions contenus dans le Bécher C? La solution du Bécher C est de l'eau salée. Eau salée, on l'a déjà vu. On a vu cette solution d'abord dans le cas le chapitre sur les solutions acides, basiques et neutres. Et nous l'avons même pris dans le cas des solutions neutres. Donc, souvenez-vous que dans ce chapitre, nous avons dit que les ions présents dans cette solution d'eau salée, c'était les ions Na+, et Cl-. Donc, quels sont les ions contenus dans le Bécher C? Ce sont tout simplement les ions Na+, et Cl-. Passons à la question suivante. L'enseignant ajoute dans ce tube à essai quelques gouttes du nitrate d'argent, puis le met à la lumière. Expliquez ce qu'il doit observer. L'enseignant ajoute dans ce tube à essai quelques gouttes du nitrate d'argent, puis le met à la lumière. Expliquez ce qu'il doit observer. Donc, nous avons notre solution d'eau salée. Voilà. On va prélever et la mettre dans notre tube à essai. Ensuite, on va ajouter quelques gouttes du nitrate d'argent. Maintenant, ici, on nous demande de dire ce que l'enseignant va observer. Donc, il observe un corps qui se forme et qui coule vers le fond du tube à essai. Donc, c'est un corps blanc, qui se forme lorsqu'on ajoute le nitrate d'argent. Et à l'approche de la lumière, ce corps qui était au départ blanc va tout simplement noircir. Donc, il observe un corps qui se forme et qui coule vers le fond du tube à essai. Précipité blanc qui noircit en présence de lumière. Voilà. Donc, passons maintenant à la dernière question. On nous demande d'écrire l'équation bilan et nommer le produit formé.
Alors ici, c'est l'ion argent qui va réagir avec l'ion chlorure pour donner un précipité, on a dit, blanc, et qui va noircir à la lumière. Donc le précipité ici est tout simplement, voilà, le précipité de chlorure d'argent. Précipité de chlorure d'argent. Donc je reprends, l'ion argent va réagir avec notre ion chlorure pour donner, voilà, un précipité de chlorure d'argent de formule chimique AgCl. Donc, voilà, nous sommes arrivés, voilà, au terme de notre exercice 1. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre séance sur l'exercice concernant l'électricité. Donc, passons à l'exercice 2. Voilà, je vais relire avec vous. Au cours d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves décide de vérifier le fonctionnement d'un détecteur de lumière. Donc, au cours d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves décide de vérifier le fonctionnement d'un détecteur de lumière. Pour cela, le groupe dispose du matériel suivant. Donc, nous avons une lampe portant les inscriptions P égale à 10 watts et I égale à 2,86 ampères. Un conducteur ohmique de résistance R2 égale à 3 kOhms. Une photorésistance, un transistor dont le gain est bêta égale à 100 et une pile plate de tension UE égale à 4,5 volts. Alors, dans cette première partie, voilà, dans un premier temps, le groupe se propose de vérifier si la lampe est adaptée. Donc ici, on va d'abord commencer à vérifier si notre lampe est adaptée. Donc, en petit 1, donner la signification des indications portées sur la lampe. Donner la signification des inscriptions portées sur la lampe. En 2, exprimer la tension U aux bornes de la lampe en fonction de P et I. Exprimer la tension U aux bornes de la lampe en fonction de P et I. En 3, justifier que la lampe est adaptée à la pile. Justifier que la lampe est adaptée à la pile. Alors, on continue. Dans un second temps, le groupe réalise le montage ci-dessous. La photorésistance est placée dans l'obscurité. Sa résistance vaut R1 égale à 24 kOhms. Donc, en 1, nommer les 3 bornes du transistor NPN. Nommer les 3 bornes du transistor NPN. En 2, rappeler l'expression de la tension de sortie US en fonction de la tension d'entrée UE du diviseur de tension ci-dessous. Rappeler l'expression de la tension de sortie US en fonction de la tension d'entrée UE du diviseur de tension ci-dessous. Et en 3, déterminer l'état du transistor et de la lampe. Déterminer l'état du transistor et de la lampe. Donc, nous allons passer à la correction. On va revenir sur le début de notre énoncé. Voilà. On va revenir sur le début de notre énoncé 2. Exercice 2. Dans la première question, on demande ici, voilà, d'après toutes les indications qu'on a données à l'entête, de donner la signification des inscriptions portées sur la lampe. Donc, sur la lampe, on a quoi comme inscription? On nous a donné P qui est égal à 10 watts, et I qui est égal à 2,86 ampères. Donc, pour répondre à la première question, donc on va dire la signification des inscriptions, voilà, signification. Des inscriptions sur la lampe. Voilà, inscription de la lampe, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On nous a donné P, et on a dit que P était égal à 10 watts. Ensuite, on nous a donné I, et on a dit que I égale à 2,86
86 ampères. Alors, P ici est mis pour, voilà, puissance, pour la puissance nominale. Puissance nominale. Et I, c'est tout simplement l'intensité nominale. Alors, c'est tout ce qu'il fallait mettre comme réponse au niveau de la première question. Passons maintenant à la deuxième. Donc, 1.2. On demande d'exprimer la tension U aux bornes de la lampe en fonction de P et I. Donc, on demande d'exprimer la tension de U aux bornes de la lampe en fonction de P et I. Donc, souvenez-vous de ce que nous avons eu à aborder dans les chapitres précédents, surtout en électricité. On avait que P, voilà, la puissance égale à la tension U fois l'intensité I au bord d'un appareil. Alors, P égale à U fois I. On nous demande d'exprimer U en fonction de P et de I. Donc, d'après cette relation, on peut tout simplement tirer l'expression de U et dire que U ici est égal à P sur notre intensité I. Donc, voilà, on va encadrer le résultat. Passons maintenant à voilà, la question suivante. Donc, on revient à l'énoncé. Ici, on demande de justifier que la lampe est adaptée à la pile. Donc, pour justifier effectivement que la lampe est adaptée à la pile, il faut d'abord qu'on regarde. Dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous a donné comme, voilà, qu'est-ce qu'on nous a donné pour nous aider concernant la tension, voilà, la tension de la pile. Donc, on nous a dit, voilà, sur la pile, on nous a juste donné sa tension et U qui est égal à 4,5 volts. Donc, pour dire que la lampe est adaptée à notre pile, il faudrait qu'on calcule la tension de la lampe. Donc, on a d'abord que U, la tension au niveau de la pile, est de 4,5 volts. Nous allons maintenant calculer la tension au bord de notre lampe. Donc, d'après la question précédente, voilà, on a eu la relation que la tension de la pile, de la lampe, pardon, était égale à la puissance divisée par son intensité. Nous avons la valeur de la puissance, nous avons la valeur de notre intensité. Donc, nous allons tout simplement la remplacer dans notre relation. Donc, ici, U est tout simplement égal. Donc, P, on a dit, c'est 10 watts et I 2,86. Alors, tout calcul fait, on trouve que c'est égal à 3,5 volts. Donc, je disais tantôt que pour répondre à cette question, il faut que la tension au bord de la lampe soit plus petite que la tension au bord de notre pile. Donc, 3,5 volts, plus petit que 4,5 volts. Voilà. Donc, on peut conclure ici que la lampe est adaptée à notre pile, donc à la pile. Voilà. Donc, nous venons de terminer la première partie de notre correction sur l'exercice concernant l'électricité. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie. Donc, revenons à l'énoncé. Dans un second temps, le groupe réalise le montage ci-dessous. La photorésistance est placée dans l'obscurité. Sa résistance vaut R1 égale à 24 kOhm. Donc, R1 égale à 24 kOhm. Donc, comme première question, on demande de nommer les 3 bornes du transistor NPN. Donc, notre transistor ici est de type
NPN. Alors, souvenez-vous de ce que nous avons dit sur le chapitre concernant les transistors. Nous avons symbolisé le transistor comme ceci. Voilà, on avait symbolisé le transistor comme ceci. Donc, nous avons ça. Ici, notre transistor est de type NPN. NPN, ça veut tout simplement dire que voilà, le courant sort par la borne de l'émetteur. Ici, on avait dit que c'était le collecteur. Et là, la base. Donc, pour répondre à notre question, voilà, on dira ici, on mettra 1 pour la base, voilà, 2 pour, on peut mettre 2 ici, voilà, le collecteur, et 3 pour l'émetteur. Donc là, nous venons de répondre à cette première question de la deuxième partie de notre exercice sur l'électricité. Donc, on va passer à la deuxième. Rappelez l'expression de la tension de sortie US en fonction de la tension d'entrée UE du diviseur de tension ci-dessous. Donc, je vais d'abord reprendre le schéma, mais uniquement le schéma du diviseur de tension. Donc, nous avons ceci. Voilà. On peut revenir ici, on a R2. Ici, on a R1, donc plus, moins. Ici, on a la tension E. Et voilà. Donc, nous avons le chemin, sur notre chemin, nous nous sommes uniquement intéressés sur le diviseur de tension. Souvenez-vous que nous l'avons vu sur le chapitre concernant les conducteurs ohmiques, plus précisément l'association des conducteurs ohmiques en parallèle. Et dans cette partie, nous avons dit que lorsque nous avons affaire à un diviseur de tension, la tension ici de sortie pour notre diviseur de tension qui est à vide est tout simplement égale, donc US est tout simplement égale à la résistance auquel voilà, sort notre courant. Donc ici c'est R1, donc ce sera égal à R1 sur R1 plus R2 multiplié par la tension d'entrée, donc UE. Donc ici, nous avons l'expression demandée. Donc, l'expression de nos diviseurs de tension US demandée. On va passer rapidement à la question suivante. Déterminer l'état du transistor et de la lampe. Déterminer l'état du transistor et de la lampe. Alors, pour déterminer l'état du transistor et de la lampe, donc là, je vais continuer mon schéma. Voilà, je vais reprendre le schéma qui s'affiche à l'écran. J'espère que j'aurai de la place. Bon, je ne peux pas avoir de la place. Donc, si vous regardez le schéma qui s'affiche, voilà, pour déterminer l'état du transistor et de la lampe, voilà, ici là on aura besoin de la tension UBE, donc la tension entre la base et l'émetteur. Souvenez-vous que nous avons dit dans ce chapitre que concernant les transistors, voilà, plus précisément dans la partie sur le mode de fonctionnement d'un transistor, pour que nos transistors ici soient passants, voilà, on s'intéresse à la tension UBE. C'est la tension UBE qui va faire en sorte que notre transistor soit passant ou pas. Donc, quand on nous demande de déterminer l'état du transistor et de la lampe, c'est dans notre cas ici. On a R1 égale à 2,24 kΩ,
R2, on avait dit au début que R2 était égal à 3 kOhms. Donc, pour répondre à cette question, ici, il s'agit de, voilà, la photorésistance. La photorésistance, nous avons dit qu'il peut être détecteur de lumière comme d'obscurité. Mais dans notre cas ici, il faudrait qu'on détermine d'abord, on arrive à déterminer la tension UBE pour pouvoir répondre à cette question. Et ici, on va considérer que notre tension UBE est égale à la tension de sortie, donc US. Et vu que nous partons sur cette considération, qui est vérifiable d'ailleurs, voilà. Donc, nous allons dire ici que UBE, j'espère que vous voyez, qu'on avait dit au départ égal à la tension de sortie, donc sera alors égal à R1 sur R1 plus R2 multiplié par UE. Donc, si nous remplaçons R1 et R2 par son expression, donc application numérique, UBE sera égal, R1 ici, on a dit que c'était 24 kOhms, R2 donc 3 plus 24, donc tout calcul fait, on trouve, voilà, 4, voilà, c'est la tension, donc 4 volts. Alors, pour que notre transistor ici soit passant, il faudrait que la tension UBE soit supérieure à 0,6 volts. Souvenez-vous de ce que nous avons eu à dire sur ce cours. Donc, 4 ici est supérieur à 0,6 volts. Vu que 4 est supérieur à 0,6 volts, notre transistor est passant. Et si le transistor est passant, la lampe s'allume. Donc, dans l'obscurité, effectivement, notre lampe va s'allumer parce que notre transistor sera passant. Donc ici, l'état de la lampe, on dira tout simplement que la lampe s'allume. Et le transistor est passant. Donc, nous allons directement aller à la correction, voilà, qui est la correction de tout l'exercice, donc la dernière diapo. Ici, voilà, vu le temps, on n'aura vraiment pas le temps de tout corriger. Donc, prenez la peine de filmer ou de noter si vous pouvez, si vous êtes très rapide. Donc, je vais vous laisser cette énoncé-là, cette correction. Vous allez la prendre avant de nous quitter. Donc, je vais vous laisser environ 2 minutes pour pouvoir, moins de 2 minutes, pour pouvoir noter rapidement. Donc, dernière diapo. Donc, vous allez répondre, vous allez raisonner de la même façon pour répondre à la dernière question. Nous sommes arrivés au terme de notre séance de sciences physiques. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Restez chez vous et vraiment respectez les mesures barrières. Merci, à la prochaine.